En direct, découvrons l'histoire des soldats de Hanouka de 1940. Hommage au commando Sarfati. Tout d'abord, le Rav Claude Spingard de Strasbourg. Est-ce que le Rav Spingard est en ligne? Oui, je pense. Oui, alors est-ce que… oui, je t'entends. Est-ce que Johan voulait nous faire le jungle peut-être, le nouveau… Non? D'accord. Alors, on va écouter tout de suite le Rav Claude Spingard de Strasbourg. Il a déjà eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois dans le cadre de nos Zooms. C'est un sport non pas national, international actuellement, le Zoom. Et à chaque fois, c'est avec bonheur qu'on l'écoute. Alors, Claude, on t'écoute avec plaisir. C'est vrai, je ne fais pas beaucoup d'autres sports, un peu de vélo. Voilà. Je suis heureux de m'associer à votre soirée. Bon, une soirée pleine d'émotions, pleine de pudeur. Quand tu m'as contacté, Rabbi, c'est il y a un certain temps, parce que je t'avais une fois dit que mon père avait participé aussi à cette guerre d'indépendance et tu voulais que j'en dise quelques mots. Je dois dire qu'il n'a pas fait du tout partie de ce commando-là. Lui a fait partie, à la fin de la guerre, quand ils ont fui la botte nazie, il faisait partie des fermes agricoles, lui et maman. Mes parents, j'ai le bonheur de les avoir encore, ils sont encore vivants. Et donc, ils étaient à Talué, donc des fermes agricoles où il y avait la direction de chameaux qui est bien connue. Et ensuite, il y a eu un passage des Pyrénées mémorable pour mes parents. Ils ont été vendus aux nazis, je passe sous les détails, ils sont passés en Espagne. Et là, il y a eu un bateau qui a été affrété et ils sont arrivés en Eretz Israël, athlètes, les périples habituels. Ils sont allés à Deganiabet. Et papa et maman sont parmi les fondateurs de Enanatsiv. Voilà leur histoire. Et immédiatement après, ils ont été pris, papa a été pris à l'armée. Et bon, voilà. Mais je dois dire que malgré ces années sombres, difficiles, les plus belles années de la vie de papa, ce sont ces années en Eretz Israël où il a été un des bâtisseurs. Voilà. Alors, j'aimerais peut-être très simplement l'illustrer parce que tu m'as demandé de faire… Sans vouloir t'interrompre, je veux dire que ça mériterait un sujet, une soirée d'études spécifique par rapport à tous ces gens qui se sont donnés au commando de Sarfati, mais aussi dans la création des kibbutzim, entre autres comme l'action de tes parents, et ils mériteraient notre reconnaissance et de la connaissance tout simplement de toute cette action. Merci à toi encore d'avoir témoigné. Merci. Merci. Voilà. Et au-delà de notre amitié, je voulais peut-être, puisque tu m'as demandé de faire un petit Dvar Torah. Alors, j'aimerais me référer au passouk auquel avait fait référence donc le grand homme de France, Vaïvater Yaakov le Vado. Et là-dessus, Rashi nous dit, c'est un Rashi très connu qui nous dit que Shachar Trimtanim, il a oublié des petites fioles. Il allait les rechercher, c'est la raison pour laquelle il est resté seul. Et là-dessus, il y a un des commentaires, le Dad Zekini Mibal et Atosfot, il nous dit, il est resté le vado, il fait un jeu de mots, il dit, il va taire le cadeau. Puisqu'on est à la veille de Hanouka, il est resté pour chercher cette fiole. Il est resté seul, il est resté pour chercher les fioles. Là-dessus, si vous regardez le Me'am Loez, le Me'am Loez nous dit quelque chose de tout à fait spécial. Il s'interroge pour savoir, mais comme fonction cette fiole d'huile? En quoi ces fioles étaient tout à fait particulières? La Gemara propose des problèmes, des solutions, mais le Me'am Loez en propose une tout à fait originale. À savoir qu'il faut venir 20 ans auparavant. Lorsque Yaakov avait quitté Beersheva, puisqu'on a parlé de Beersheva ce soir, Vaïlech Harana. Et là-dessus, pendant la nuit, il a eu le fameux songe, le songe, la prophétie où Hachem est sûr d'être à ses côtés. Au matin, Yaakov, nous dit le texte, il a pris la pierre Asher Sam et Raashotav qu'il avait mise sur sa tête, et Itzok Shemen al Rosha,
il a versé de l'huile sur le sommet de la pierre. Le même Loez là-bas s'interroge dans la Sidra de Vayetse, mais d'où est-ce que Yaakov avait de l'huile? Finalement, lorsque je pars en voyage, je vous garantis, je ne prends jamais d'huile. Et d'après les commentaires, il y a même Eliphaz, le fils de Esav, qui a poursuivi parce qu'il avait l'ordre du père de le tuer, et finalement il a dépouillé Yaakov, donc Yaakov n'avait rien. Et tout d'un coup, Vayitzok Shemen al Rocha. Là-dessus, le Me'am Loez, d'une façon tout à fait magnifique, nous dit que cette huile qui lui a apparue, ce nes quelque part, c'est le miroir très fond de ce que vivait Yaakov Avinu. Yaakov avait une flamme tout à fait particulière, et c'est cette Hitlahavut, cet enthousiasme qu'il a toujours eu, eh bien c'est cela qui lui a permis de trouver cette huile-là. Et nous dit le Me'am Loez, cette fiole était tellement importante pour Yaakov, jamais il l'a quittée. 20 ans ou 22 ans après, quand il revient dans le pays, cette fiole ne le quitte pas. Et au moment où justement il s'apprête au combat et à la rencontre avec Esav, et qu'il partage le camp, tout d'un coup, il se rend compte qu'il a oublié cette fiole. Et donc, il retourne, il traverse la rivière pour la chercher, et c'est là qu'il y a le combat. Alors naturellement, ça auréole le combat d'une toute autre signification. Il ne s'agit pas simplement de combattre le Sarchel Esav, mais il s'agit de savoir si cet enthousiasme, cette flamme, ce moteur qu'il avait, est-ce que 20 ans après, il le possède encore. Ça, c'est un des combats essentiels de la vie. Et c'est la raison pour laquelle le Me'am Loez fait référence, en étant très très rapide, à ce fameux passage de Melachim qu'on connaît tous, qui est la Haftara du Shabbat Vayera. Et là-dessus, où il y a la femme d'un autre Navi, de Ovadia, qui va chez Elisha et qui lui dit « Ah, mon mari s'est occupé donc de s'occuper de Talmidim et on a tout pris et on a pris nos enfants. » Et tout d'un coup, il y a le prophète Elisha qui dit à cette femme-là, Yomer Elia Elisha, Maïselach, Gidila Maïeshlach Babaït. Dis-moi ce que tu as à la maison, Vatomer en le chifrater Babaït, im Asur Shamen, je n'ai qu'un doigt d'huile. Là-dessus, le commentaire est tout à fait extraordinaire. Je crois que c'est le Malbim qui nous dit Maïselach, Yen Abracha Shora al-Ayin. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'une bénédiction, parce qu'un miracle ne peut pas avoir lieu à partir de rien. Rak davar yesh. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Et quand elle a dit qu'il y avait le Asur Shamen, qu'il y avait ce doigt d'huile, eh bien, il savait qu'il y aura une solution. Je terminerai, puisque j'ai entendu le Kelmal Rachamim, un Sfarad pour moi, eh bien, on fait une ashkaba, et le Zohar HaKadosh s'empare de ce passage-là. Le passage de Melachim, il nous dit Tov Shem Shemen Tov. Donc, c'est le début de la ashkaba. Là-dessus, la traduction classique, Tov Shem, mieux vaut un bon renom, Shemen Tov, plutôt que de la bonne huile. Pourquoi? Parce qu'un bon parfum, quand il émane de son odeur, eh bien, les bénéficiaires, ce sont ceux qui sont autour de la personne. Alors, le Shem, le renom, il va d'un bout du monde à un autre bout. La traduction classique. Le Zohar HaKadosh sur ce verset nous dit pas du tout. Tov Shem min Shemen Tov. Le Shem est bon lorsqu'il jaillit min Shemen Tov, une bonne huile. La bonne huile, c'est notre enthousiasme, c'est notre flamme, c'est notre capacité à bouger,
À partir du moment où la flamme, eh bien, elle est d'abord intérieure, eh bien, Tov Hashem. C'est ce qu'on dit du point de vue de l'halakha, puisqu'on est à la veille de Hanouka, Hadlaka Yosa est un mitzvah. En réalité, du point de vue de la halakha, vous savez très bien que si la fenêtre s'ouvre et immédiatement après qu'on ait allumé la lumière et qu'elle éteigne les bougies, eh bien, je suis yotse, je suis acquitté de mon devoir. Pourquoi? Parce que l'essentiel, ce n'est pas la durée, l'essentiel, c'est d'être capable de faire jaillir la flamme. Comme ces jeunes ont été capables donc de donner toute leur vie, Baruch Hashem, il y en a qui sont restés vivants, comme mes parents, mais il y en a d'autres qui ont sacrifié, plutôt, j'aime pas le mot sacrifié, qui sont morts al Kiddush Hashem, qui sont morts pour la réalisation de notre pays, de votre pays. Eh bien, Yezircham Baruch, et merci de m'avoir donné la parole, cher Sadia. Claude, un grand merci pour ce témoignage. Et en même temps, puisque nous sommes pendant la période de Hanouka, on comprend que chaque lumière vient allumer une autre lumière. Il suffit d'un tout petit feu pour éveiller et allumer un grand feu. Et par l'intervention des uns et des autres, je suis convaincu que les uns et les autres, nous nous renforçons par rapport aux lumières de Hanouka. Dans quelques instants, nous allons écouter le Rav Eitan Fison, mais je voudrais tout d'abord te remercier et remercier tous les intervenants, et plus particulièrement mon gendre, qui est le maître d'œuvre au niveau technique de toute la soirée, à Shmuel, un grand merci, et à une autre personne que je n'ai pas citée, Nechama, de Ra'anana, qui nous a permis techniquement d'organiser à chaque fois les rencontres et les voyages à Revivim, et c'est le moment de les associer. Et mon gendre, et en même temps, Nechama, un grand merci. Claude, et Hanouka Sameach pour vous. Hanouka Sameach. On a l'occasion toujours de participer à des échanges et d'écouter tes livrets Torah. Merci beaucoup. Maintenant, je vais redonner la parole à Johan avec un petit jingle avant de recevoir le Rav Eitan Fison. Le Rav Eitan Fison est en ligne? Le Rav Fison est là. Super. Rav Fison. Alors, Johan, tu m'as dit que tu voulais mettre une musique un petit peu pour nous réveiller. Non, je vois que le Rav Fison est en train de se connecter. Éric Fison, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Alors, je peux dire un mot. Fison est connu. Le nom de Fison, deux secondes. Le nom de Fison est connu parce que Bruno Fison, le grand rabbin de Metz, en fait, on a étudié ensemble à l'école rabbinique. On était aux EI ensemble et on a été à l'école rabbinique ensemble. Donc, on s'est connus, on connaît. Et voilà que Eric, le frère de Bruno, que j'ai connu aussi, en fait, la nouvelle génération apparaît, le Rav Eitan Fison en lettres flamboyantes, et il apparaît donc un Rav en Israël. Et Baruch Hashem, on a ce soir le plaisir de l'écouter pour nous donner ses lumières sur la soirée. Rav Morali, j'aimerais remercier tous les participants et dire que c'est fantastique, cette union. Il y a des gens qui habitent aujourd'hui à Tel Aviv, à Jérusalem, à Ashdod, et qui m'ont dit quel plaisir d'écouter le Rav Claude, qui était mon ancien rabbin à Strasbourg. Donc, remercier tous ceux qui ont œuvré, le Chok Ben Ugros, l'Ilmod, ceux qui ont partagé l'information, les Bnei Noirs 70 Nations qui ont aussi partagé cette soirée, puisque on parle de Teddy qui n'était non-juif. Également Midrash Yehuda qui a relayé l'information. Et à vous tous, vous êtes plus de 200 personnes, vous êtes sur Zoom 135, vous êtes encore une cinquantaine de personnes sur YouTube. Alors merci à vous tous de rendre ce soir cet hommage aux commandos français. Et comme je l'ai dit, Rav Morali, c'est pas que à eux qu'on rend hommage finalement, c'est à tous ceux qui viennent d'en dehors d'Eretz Israël, qui viennent Mitnadev. Moi je me rappelle, il y a des gens qui font l'armée, ils viennent un an, ils donnent un an de leur vie pour la terre d'Israël, et puis après ils repartent. Parce que pour eux c'est un devoir, même s'ils ne sont pas citoyens, ils se sentent obligés de venir donner de leur temps, et parfois même leur vie, pour l'État, et puis après ils repartent de là où ils sont arrivés. Rav Fison, est-ce que vous êtes là?
Alors, on met une petite pause musicale et j'espère qu'il va arriver. Et la pause musicale. Ouais. תחת איזה שם הוא כאן? En direct, découvrons l'histoire des soldats de Hanouka de 1940. Hommage au commando Sarfati. Le Rafizon se connecte, il est en train de faire une Hanouka de Baït à Jérusalem, Irakodesh, et donc il arrive. Rav Sadia, peut-être encore un mot sur ce commando de Sarfati, puisque c'est un peu toi qui, il y a 2-3 ans, qui a eu cette idée, qui a redécouvert, il faut dire la vérité. Quand on fait des recherches sur Internet, on trouve presque rien. Même chez des guides israéliens, c'est très peu connu. Exactement. Il y a, à mon avis, un effort. Il y a eu le livre donc, de Negev qui a été écrit par l'ancien commandant Teddy Dupré. Et il y a eu des livrets qui ont été établis par les familles des anciens du commando. Mais il y a, à mon avis, tout un travail de base à faire par rapport à cette information. Alors, Daniel a eu la gentillesse déjà de commencer à travailler sur ce sujet, à écrire quelques articles. Mais je crois que si c'est l'effort de tout un chacun, de toute personne qui se sent là, mais qui a des connaissances en la matière, de participer et de rajouter, de faire en sorte que ça ne passe pas aux oubliettes. Vous savez, cet enseignement des Chachamim qui nous dit la chose suivante, que lorsque une personne est décédée, mais que l'on continue à parler d'elle, en fait, elle n'est pas décédée, elle n'est pas morte, elle est toujours vivante. Son âme est toujours vivante. D'accord ? Et donc, c'est cette idée, c'est de faire que ces jeunes-là qui sont partis, et leur âme est toujours présente dans la mesure où nous en parlons, nous évoquons leur mémoire ce soir, 75 ans après, à peu près, nous continuons à commémorer leur mémoire et leur sacrifice. Alors, est-ce que c'est un sacrifice? C'est surtout un Kiddush Hashem qui a été accompli. Est-ce que chacun était habité de cette dimension? Certainement. Et donc, à ce titre-là, on se doit de rappeler leur mémoire et de rappeler cet effort-là. Johan, je te propose de nous relier tout de suite avec le Rafizon, s'il arrive. Le Rafizon est en train de se connecter. Oui. Voilà, on le voit. Rav Etan est avec nous. Alors, Rav Etan Fizon, vous êtes Rav dans la communauté de Jérusalem, la communauté de Shorashim. Et vous êtes également combattant, ou même ancien combattant, ou réserviste plus exactement. Vous êtes officier, Katsine, réserviste, et je te demande d'allumer ton micro pour qu'on puisse entendre ton Dvar Torah ce soir sur Hanouka, la Gvoura de Hanouka d'un côté, et aussi ce commando Tsarfati. On a nommé ça les soldats de Hanouka de 1948. On t'entend, Rafizon, c'est à toi. Super. Quelle présentation, ancien combattant. Oh là, ça me fait quel âge quand tu m'appelles ancien combattant? Ça, c'est une bonne question. Alors, les amis, d'abord, c'est un honneur pour moi de participer à cette soirée toute particulière. Et vraiment, je dis toute particulière parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de rendre hommage d'abord à des gens qui ont décidé de venir aider le peuple juif. Comme vous le savez, je pense qu'on a déjà assez parlé ce soir, le commando des Français n'était pas composé que de combattants juifs, mais également de combattants qui ont décidé de prêter main forte à la destinée d'Israël qui ressuscitait de ses cendres après 2000 ans d'exil. Et donc, rendre hommage aux gens qui aident le peuple juif à remplir leur rôle et leur identité, c'est assez extraordinaire. Au-delà de cela,
quand tu me parles de commando français, eh bien, j'ai envie de te dire que moi, ça me parle personnellement. Tu sais, enfin, vous savez tous, quand on vient en Israël, les unités qui sont, on va dire, plus ou moins les unités des Français. Et j'ai eu la chance d'être moi-même assigné, et j'ai passé les tests pour être dans un commando antiterroriste dans lequel il n'y avait pas de Français. Résultat des courses, on m'appelait le légionnaire à Tsarfati, un légionnaire à Tsarfati. J'étais le seul Français dans l'unité, et donc, eh bien, je me sentais un petit peu comme un expatrié qui était regardé de loin comme étant le Français qui est venu. Et j'ai eu la chance de me faire accepter par mes pères et par mes frères comme étant partie intégrante de l'identité d'Israël, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Gévoura? Dans cette soirée, on a entendu les témoignages, on a entendu les exploits du commando français, et j'aimerais qu'on comprenne une chose. Quand je dis, et je parle de non-juifs qui sont venus aider le peuple juif avant de m'intéresser à l'identité de l'histoire d'Israël, ce n'est pas seulement 1948. C'est de tout temps qu'il y a eu des gens qui ont décidé de venir prêter main forte à la destinée du peuple juif. Par exemple, nous sommes le 24 du mois de Kislev. Eh bien, en 1917, c'est le 24 Kislev que le général Allenby rentre à Jérusalem, reçoit les clés de la ville, va les rendre aux Juifs et va ordonner aux Juifs que demain, ils allument les bougies de Hanouka en grande pompe dans la ville de Jérusalem. Ça se passait également un 24 Kislev en 1917. Mais on m'a dit, il faut que tu rattaches ça à la Gvoura de Hanouka, Bayamim Haem, Bazeman Azeh. Je voudrais que vous compreniez une chose très importante. Quand on parle de Hanouka, de la guerre de Hanouka, comme dans la guerre de 1948, la chose la plus incroyable et la chose que nous devons comprendre, c'est les forces en présence. Combien face à combien? Alors, ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes, mais quand on parle de Gvoura, quand on parle de guerre, il faut bien comprendre que le nombre a une influence énorme sur l'issue de la guerre. Le commando des Français, dans les combats dans lesquels ils ont été emmenés à Be'er-Sheva, dans la région de Be'er-Sheva, Khativat HaNegev, ils étaient pratiquement toujours en sous-nombre dans les combats dans lesquels ils ont été lancés, et pourtant, ils ont ramené énormément de victoires. Le commando de Tsarfati n'est pas le seul dans ce cas-là. Évidemment, Yehuda Maccabi est en sous-nombre de manière absolue face à l'Empire grec qui l'essaye de détrôner. Comment fait-il pour réussir à détrôner un empire tellement plus fort que lui, tellement mieux équipé que lui? Les amis, oui, tout à fait, tu as raison. En général, on parle peu des combattants du Nahal, et pourtant, ils mériteraient tout à fait qu'on s'y intéresse. Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quoi qu'il en soit, comment fait-il pour gagner? Alors, il y a plein de tactiques militaires. On ne va pas faire ce soir une soirée d'explication de tactiques militaires, mais il y a peut-être une chose qui est centrale, fondamentale, qui a commencé avec Yehuda Maccabi, mais en fait, pour être clair, qui a commencé avec la Torah, les combats qu'on voit dans la Torah. La Torah est aussi un livre dans lequel on peut trouver énormément de combats de nos héros ancestraux. Je parle d'Abraham en premier lieu. Abraham va faire la guerre contre les 4 rois babyloniens. Abraham n'a que 318 hommes avec lui. C'est son commando à lui. Comment fait-il pour battre les 4 rois babyloniens guidés par Amraphel? C'est une superpuissance qui s'attaque à une fourmi. Comment la fourmi va-t-elle réussir à battre son ennemi? Rappelez-vous d'une chose fondamentale. Lorsqu'il y a la Brit Ben Abetarim, ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux, Akadosh Baruch Hu va faire une promesse à Abraham. Il lui dit, Vayotse oto achutza. Il l'a sorti à l'extérieur et il lui dit, Abetna Hashamaima, Usfor HaKochavim, regarde dehors et compte les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Très bien. Alors, on a appris au GAN, et on a appris à l'école, et on a appris un peu partout. D'ailleurs, ce sont certains commentateurs qui vont le dire également, qu'il est sorti, il a vu un nombre incalculable d'étoiles. Et il s'est dit, ça fait plaisir, ma descendance sera très nombreuse. Mais le Kli Yakar, Rabbi Ephraim Lutzich, le Kli Yakar nous dit, non mais attendez, 2 secondes. On n'aurait pas oublié de lire les versets juste après.
Les versets juste après nous disent Vaye Hashemesh lavo. Et le soleil s'est couché. Mais c'est après l'histoire de Brit Ben Abetarim. En d'autres termes, si le soleil s'est couché après, eh bien, ça veut dire que lorsque Dieu a dit à Abraham, va dehors et va compter les étoiles, eh bien, il faisait encore jour, les amis. Ça veut dire qu'il a compté combien d'étoiles? Zéro. Et zéro, il n'y avait pas d'étoiles. Im tuchal lispor otam. Si tu peux les compter, koye zaracha. Mais il ne peut pas les compter. Ils ne sont pas là, les étoiles. Mais qu'est-ce qu'il voit par contre? Il voit le soleil. Il voit le soleil et à ce moment-là, le Kliakar nous dit, Dieu dit à Abraham, koye zarecha. Ta descendance, c'est comme ça qu'elle sera. Soleil et pas étoile. Il y a un soleil, mais qui brille de mille feux. En d'autres termes, si tu arrives à transmettre à tes enfants que tu es soleil, qu'ils sont soleil, qu'ils sont là pour éclairer, qu'ils ne sont pas là pour être de simples points lumineux dans l'obscurité, alors tu comprendras l'idée. Yehuda Maccabi, son arme principale, c'est de savoir qu'il va gagner. Pourquoi il le sait? Comment il le sait? Il le sait. Parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas émettre l'idée d'échouer. Nos soldats en 1948 sont dans le même cas. Nous sommes 1 contre 7. 7 pays nous attaquent. Et ils sont tellement mieux armés, tellement plus forts que nous. Mais nous n'avons pas le choix. Je vous rappelle que l'objectif de la guerre d'indépendance pour eux, c'était de nous détruire. Pour nous, c'était de ne pas être détruits. Nous avons donc gagné la guerre d'indépendance. Nous sommes là. Et pourquoi? Bien parce que nous étions obligés de nous comporter comme des soleils. Nous étions obligés de ne pas avoir peur d'échouer. Nous devions réussir. Et toutes les personnes qui ont pris part à tous les combats pourront nous dire que ce n'est que avec cette certitude qu'on a réussi à faire des miracles. J'ai raconté très souvent, je le raconte encore et encore, les combats de la guerre d'indépendance sont des combats incroyables. Mais ce n'est pas que la guerre d'indépendance. Les combats de toutes les guerres d'Israël sont invraisemblables. Lorsque, en 1967, le général en chef de la division des blindés de l'Égypte va se rendre à un tank égyptien, à un tank israélien. Il se rend à un tank israélien en disant « Je vous donne, voilà, ma reddition ». Il a derrière lui, le chef de la division égyptienne, il a une bonne 50aine de tanks qui sont en train de faire front avec lui. Face à eux, il y a un tank égyptien. Il s'appelle Yankele, le commandant du tank. Yankele Grossman. Et il est tout seul. Il reçoit la reddition de ce chef égyptien. Et à ce moment-là, le chef lui dit « J'aimerais que vous m'emmeniez devant l'officier commandant ». Il ne sait pas où se mettre, Yankele. Il n'y a pas d'officier commandant. Il a foncé tête baissée. Alors je dis qu'il est tout seul, ce n'est pas vrai. Il a un tank à sa gauche et un tank à sa droite, de Reb David et également de Reb Yossi. Ce sont 3 tankistes avec leur tank, c'est 4 par tank. Mais ils ont foncé dans le tas. Et ils ont tellement foncé dans le tas que ça a fait peur à toutes les unités égyptiennes qui se sont rendues, étant persuadées que ces 3-là, c'est sûr que ce sont les éclaireurs d'un groupe énorme. Sinon, ils n'auraient pas osé. Et bien trop tard, le général égyptien se rend compte qu'il vient de se rendre à 3 tanks. Dans la paracha de Shlach Lecha, on nous dira que les explorateurs ont eu peur de prendre la possession de la terre d'Israël parce qu'ils disent ce sont des géants, ceux qui sont là-bas, et ils nous voient comme des sauterelles. Non, ce n'est pas eux qui nous voient comme des sauterelles. Si nous, on se voit comme des sauterelles, alors il est évident qu'il ne faut pas demander à l'autre de nous voir autrement. La gvoura de Hanouka, la gvoura d'Abraham, la gvoura du commando français, c'est de savoir que bien sûr qu'on est moins nombreux, mais ce n'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on est moins fort. Ce n'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on a moins raison. Et ce n'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on n'arrivera pas à montrer que le dévoilement divin passera aujourd'hui par nous. La fête de Hanouka, Rabotai, c'est cela. À la Hanouka, on a l'habitude d'allumer des Hanoukiyot, des petites bougies dans l'obscurité. C'est pas mal d'allumer une petite lumière comme ça à la porte de la maison des 2 mains. C'est très sympathique. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez d'une chose. L'allumage de Hanouka n'est pas l'allumage des petites bougies. L'allumage des petites bougies est un minag
qui vient nous rappeler l'appartenance à l'identité d'Israël. L'allumage de Hanouka à son origine, tel qu'on va dire dès demain soir dans la tfila de Alanissim. On va dire Veidliku nerot bechatzerot kodshecha. Et nous avons allumé des bougies dans la cour du Beth Amikdash. Car il faut comprendre, tel que nous l'enseigne Flavius Joseph, lorsque les Maccabim ont gagné la guerre, pas pendant le Hanoukat HaMizbeach, mais bien après, lorsqu'on a fini la guerre contre les Grecs, eh bien le minag, jusqu'à ce que le roi Hérode enlève ce minag parce qu'il détestait tout ce qui était en rapport avec les Hashmonaïm, le minag était de sortir pendant la période de Hanouka la menorah du Beth Amikdash, de la sortir du Kodesh, du Eichal, et de la mettre dehors. La menorah du Beth Amikdash, on ne l'allumait pas que le soir, on l'allumait, elle brûlait toute la journée. Pendant 2000 ans, la fête de Hanouka, Rabotai, était comme ceux qui expliquent sort et compte les étoiles comme étant des étoiles dans la nuit. Pendant 2000 ans, les lumières de Hanouka ont été des petits points scintillants au fin fond de l'obscurité qui nous permettaient de ne pas complètement être annihilés par l'obscurité. Mais la fête de Hanouka aujourd'hui nous permet de rallumer, continuer à allumer nos petites bougies devant la porte le soir pour nous rappeler que nous sommes faisant partie d'une identité. Mais nous espérons pouvoir, sinon pas cette année, l'année prochaine, réallumer la menorah bechatzerot kodshecha, rallumer la menorah en plein jour, pour que cette fois, comme à l'époque d'Abraham, sors et regarde, tu verras qu'il y a un grand soleil, et c'est ainsi que devra se comporter ton peuple. Nous espérons une seule chose, que nous puissions réallumer la menorah, qu'elle brille de mille feux pendant la pleine journée, que nous redevenions les soleils qui sont capables d'éclairer non pas l'obscurité, mais même la journée elle-même. Tu m'as présenté comme étant un ancien combattant. J'ai eu l'honneur de participer à plusieurs des guerres d'Israël. Alors évidemment, pas à la guerre d'indépendance, je n'étais pas vraiment là, mais j'ai participé à partir de la deuxième guerre du Liban. Et j'ai eu la chance de participer également à l'opération de plomb durci. Dans cette opération, en 2009, eh bien, il y a eu la fameuse histoire de Rachel Imenu, qui est venue sauver un bataillon de nos soldats en leur disant « Ne rentrez pas dans ce bâtiment, il est piégé ». Les amis, est-ce que cette histoire s'est vraiment passée ou pas? J'étais là-bas, j'étais à Gaza à ce moment-là, et certes, ce n'était pas à nous que c'est arrivé, cette unité-là, nous étions dans un autre quartier, mais je connais personnellement le soldat qui a vécu l'histoire. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas important de savoir si ça s'est vraiment passé ou pas. Ce qui est important, c'est que ça n'aurait pas pu se passer si on s'était comporté comme des étoiles. Ça s'est passé parce qu'on était à ce moment-là fiers de notre identité, prêts à brandir le drapeau d'Israël une fois encore pour réaliser les paroles du prophète Shmuel qui disait « Netzach Israël, lo yishaker, velo yishaver ». Chazak ubaruch vechag sameach lekulam. Ethan, un grand merci. Chazak ve'ematz. On a eu le plaisir comme ça de vous écouter et de mettre une autre gerbe à ou allumer une autre lumière à notre soirée. Un grand merci. Et Bezrat Hashem, qu'on ait l'occasion toujours de participer et de s'enrichir ainsi des limoudim des uns et des autres. Chazak ve'ematz. Un grand merci à vous tous qui avez participé à cette soirée. Et Bezrat Hashem, si Yohan veut terminer, clôture avec un chant, c'est le moment avec plaisir. Et un grand merci à vous tous. Merci à vous tous. On finit comme le Rav Morali a eu quand il est allé sur place sur ces tombes. Il a fini par Avinu Sheba Shamayim, Tzur Israël Vegolo, la bénédiction pour l'État d'Israël. On va écouter tout de suite le chant que mon père a composé dessus. Mon père Zichron Livracha, Eli Bodbol, a écrit dessus. Avinu Sheba Shamayim. On finit par ça. On est heureux, on est fiers, grâce à ces combattants et grâce à Kadosh Baruch Hu, d'avoir un État ici en terre d'Israël. Hanouka Sameach à tous. Hanouka Sameach. Avinu Sheba Shamayim.
ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה באמרת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך, ברך את מדינת ישראל.